messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour notre dernière conférence projet urbain du premier quadrimestre de l'année 2020-2021, l'honneur de recevoir Marie Demanet et Cléa Sanson, toutes les deux de l'ERU ASBL à Bruxelles, qui vont aborder le projet Saule, ferme du Champ de Caille et logis Floréal. Dans la dynamique que nous avons entamée depuis le début de l'année, qui consistait à envisager le recyclage urbain sous différentes coutures et à différentes échelles. Ici, le projet va aborder une des questions très délicates que l'on rencontre souvent dans ce domaine-là, c'est savoir comment, à un moment donné, on arrive à mitiger des usages différents et des usages qui sont tout autant légitimes les uns que les autres. Ici, en l'occurrence, le développement d'une agriculture urbaine, ou plutôt la persistance d'une agriculture urbaine pour nourrir justement la ville et les habitants, et le besoin d'agrandir et d'étendre des logements sociaux. Cet exemple-ci, c'est pour ça que l'on termine par celui-ci, pour ce prix de quadrimestre, va nous montrer justement toute la réflexion que l'on peut mettre quand on veut reconstruire la ville sur la ville, quand on veut augmenter l'intensité des usages, quand on veut augmenter la mixité des fonctions. Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut arriver à gérer des intérêts qui peuvent sembler antagonistes au premier abord en termes d'usage des sols, alors qu'il y a moyen effectivement de rentrer dans des dynamiques et des synergies qui peuvent être très intéressantes pour l'avenir. Donc voilà, ce projet qui sera présenté par les rues et les résultats justement d'une recherche qui a été menée pour Innoviris pendant plusieurs mois pour justement commencer à tirer des conclusions et voir comment on peut gérer ce genre de situation à l'avenir et pouvoir en tirer des conclusions. Nous aurons Marie Demanet, qui est architecte urbaniste, coordinatrice à l'ERU, figure très connue dans le milieu bruxellois des urbanistes, et en même temps Cléa Sanson qui sera là pour apporter toute une série de compléments, d'informations et pour participer aussi aux questions réponses lors de la deuxième phase de la présentation. Je rappellerai aussi que les conférences projets urbains sont organisées par l'Université de Liège, faculté de sciences appliquées, faculté d'architecture, faculté des sciences, ainsi qu'avec la Haute École Charlemagne, la section immobilier qui nous suit depuis plusieurs années dans ce projet-là. C'est aussi organisé en partenariat avec la ville de Liège, Liège-la-Ville et le Gré Liège, où tous ensemble, en tant que partenaires, chaque année, nous décidons et nous proposons un certain nombre de sujets cohérents pour aborder de nouvelles visions, pour augmenter la culture de tout un chacun concernant les projets urbains. Cette année-ci, c'était articulé, le premier quadrimestre, et le prochain quadrimestre est articulé aussi avec le certificat en recyclage du foncier dégradé dans une perspective de développement durable, certificat qui, vous le savez, a été reporté en janvier, et j'en profite pour l'occasion de vous rappeler qu'il reste encore quelques places pour vous inscrire pour celles et ceux qui seraient intéressés. Soit vous pouvez me communiquer directement votre demande, soit à Sophie Tillemand de la Haute École Charlemagne, ou soit via le site internet de l'Université de Liège qui est dévolu à ce certificat-là, puisque justement, c'est l'occasion, via certificat, de former des personnes capables de gérer, de manager des projets de redéveloppement du territoire, au-delà de projets immobiliers, aussi des projets de renaturation, des projets industriels, toutes sortes de projets qui visent à s'intégrer dans une dynamique de recyclage du territoire urbain. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marie Demanet et à Cléa Sanson pour présenter justement le projet Saule auquel vous avez participé pendant de nombreux mois. Je vous en prie. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran partagé? Très bien. Impeccable. Bonsoir à tout le monde et un grand merci de nous avoir invités ce soir pour parler de cette recherche financée par la recherche Innoviris bruxelloise et qui est un programme innovant cette année 2014 où ça a commencé, puis c'était un programme de co-création. Donc c'est une étude recherche qui a duré 3 ans, puisqu'elle a débuté au premier trimestre 2017 et s'est terminée maintenant en plein Covid au milieu de l'année 2020. Nous avons nous avons été sollicités pour monter une équipe sous l'intitulé donc d'un projet symbiose agriculture urbaine et logement, environnement, donc les initiales Saule. Donc, si vous pouvez changer la diapositive. Hop.
Nous, c'est le bureau d'études ERU, Études et Recherches Urbaines, qui est un bureau d'études bruxellois qui existe depuis 1976 et qui avait un bagage particulier pour travailler dans cette recherche. Par le fait que ERU avait une très très bonne connaissance du territoire local et des acteurs publics, avait réalisé déjà pour ce site une série d'études tout à fait pertinentes et en plus avait des grandes compétences en participation citoyenne. Donc ERU spécialisé en urbanisme de terrain et un bureau d'études tout petit mais qui aime les expérimentations avait, je dirais, les bagages particuliers pour travailler dans cette recherche. Alors, le consortium en question, donc c'est un certain nombre de personnes qui étaient réunies par la ferme du Champ d'Écailles. La ferme du Champ d'Écailles, donc initiateur de cette recherche, est un groupe de citoyens établis à Boisfort dans les abords de la cité-jardin de Logis Floréal et qui cultivait un champ, le champ de l'avenue d'Écailles, d'où le nom ferme du Champ d'Écailles, avait appelé donc ERU comme partenaire, mais aussi le partenaire UCL dans leur département LOCI qui travaille sur le territoire avec Bernard Declève en particulier, le professeur Bernard Declève, qui donc était la branche chercheur de ce projet. Le partenaire Alter avait été aussi sollicité pour être un partenaire de communication et de participation complémentaire à l'ERU. Et enfin, le Logis Floréal, propriétaire du terrain, a été impliqué sans participer financièrement, mais en étant un acteur invité dans l'ensemble de cette recherche. Donc, SAUL, donc Symbiose, agriculture urbaine, logement, environnement, avait une question particulière de recherche, c'est de voir quelle est la compatibilité entre ces deux fonctions en sachant qu'il y a une rareté des terres à Bruxelles et donc une compétition pour l'usage de ces terres. Nous avons donc une méthode de recherche qui s'est basée sur un très grand nombre de travaux différents. Donc on a eu pendant 3 ans une réunion hebdomadaire des partenaires sur 2 échelles au début, un groupe restreint et puis un groupe plus élargi, mais qui finalement était utilement très très régulière et très récurrent parce que il y avait énormément de nouveaux éléments qui arrivaient en cours de recherche. Nous avons beaucoup travaillé sur des visites d'expérience et balades de quartier qui ont permis d'ouvrir ses yeux et de pouvoir les comparer avec des éléments complémentaires extérieurs au quartier, de mettre donc en comparaison, en balance différents éléments à observer. Nous avons invité des conférenciers et des experts pour nous alimenter également, et nous avons surtout la 2e année initié un grand nombre d'ateliers avec de nombreux participants habitants. Donc il y avait plusieurs groupes d'habitants, il y avait des habitants du quartier, il y avait des habitants encadrés par le plan de cohésion sociale et il y avait des comités d'habitants qui étaient déjà en place quand nous sommes arrivés. Nous avons aussi impliqué les administrations, tant communales que régionales, et il y a eu toujours une concertation avec le propriétaire du terrain, le Logis Floréal. Donc c'était une étude assez complexe. On a eu une méthodologie de recherche qui a d'abord activé les thèmes de la recherche, puis a identifié des hypothèses qui sont devenues des scénarios. Nous avons tablé sur le fait qu'on avait 3 hypothèses complémentaires ou contradictoires à examiner. Nous avons, à la dernière année,
ouvert un champ de travail particulièrement intense qu'on a appelé la charrette. Il faut dire que cette charrette, c'est un terme d'architecte et que nous avions réveillé pour pouvoir justement travailler de manière urgente, intense et de mélanger les publics, à la fois l'administration, les administrations régionales et les habitants dans un travail d'échange très stimulant. Et puis de cette charrette, on est arrivé à pouvoir ouvrir des convergences et des outils de travail. Donc ce sont, vous l'aurez à la fin de cet exposé, des résultats qui sont communiqués et accessibles au public. Alors, quel est donc l'enjeu de cette étude? Donc, de concilier cette nouvelle fonction urbaine qu'est l'agriculture urbaine et qui n'est pas encore reconnue dans les plans d'aménagement de la région bruxelloise, puisque l'agriculture qui figure dans les plans bruxellois, c'est toujours l'agriculture classique en bordure de ville. Et concilier cette agriculture urbaine avec le besoin très urgent et très important que connaît Bruxelles de développer du nouveau logement, de construire du nouveau logement et notamment du logement social qui a été privilégié dans les territoires qui appartiennent déjà au logement public et donc ici dans le quartier de la Cité Jardin, le logis Floréal, qui a des zones de réserve qui n'ont jamais été construites. Donc on se trouve avec un champ, des citoyens qui ont reçu un champ à développer précairement, tout en sachant qu'un jour il serait construit, qui appartient donc à la Cité Jardin, mais qui est aussi je dirais, un site qui a été acquis par le CPS de la ville de Bruxelles et qui pourrait, je dirais, récupérer au cas où ce site ne serait pas destiné à construire du logement social. Ensuite, on a, je dirais, un projet d'agriculture urbaine qui est très visible et qui s'est développé donc depuis 2012. Donc, il a été initié en 2012 et qui sert petit à petit de lieu de rencontre, de pôle de quartier et à une activité intense, visible, reconnue et fédératrice. En 2012, on avait un petit nombre de mangeurs quand on a initié ce projet, qui a été initié par l'ASBL Début des haricots, et puis, je dirais, après ça, passé au groupe de citoyens qui en ont fait une ASBL propre. Donc, il y avait au début uniquement un petit noyau et, qui était bénévole. Et en 2020, quand nous avons fini cette recherche, il y avait 400 mangeurs qui profitaient du champ et en fait 10 emplois créés sur ce territoire et une production intense de lait de brebis, puisqu'il y a aussi dans la foulée la ferme du Champ d'Écailles qui a un cheptel assez intéressant, une cinquantaine de brebis qui se situent sur 2 sites à Boisfort. Donc pour résumer la progression de la ferme du Champ d'Écailles, vous avez à gauche en 2012 l'état de démarrage avec quelques citoyens, des maraîchers bénévoles, un bercail avec quelques brebis expérimentales et un jardin collectif et un projet de quartier durable, c'est-à-dire un projet cofinancé par Bruxelles Environnement qui met un groupe de citoyens en cohésion pour travailler à l'amélioration environnementale et sociale de leur quartier. Donc, c'était le point de départ de ce projet. Et en 2019, on a une ampleur vraiment fulgurante. En quelques années, donc, on a une progression intense du projet
avec multiplication des mangeurs, multiplication des maraîchers qui deviennent peu à peu, je dirais, une activité professionnelle, et donc la création à partir de ce moment-là d'une coopérative à partir de la SBL, donc une opération plus économique, et une multiplication du cheptel de brebis qui passe à une cinquantaine de brebis, et une activité toujours intense du quartier durable qui organise notamment des activités sur le quartier et des fêtes. À cela s'ajoute le fait que le jardin collectif, qui est donc jardin citoyen, continue à progresser et développe un pôle pédagogique avec les écoles du quartier. Donc on a véritablement un projet en phase de développement intense et qui se diversifie. Il faut dire aussi qu'on a un pôle nouveau qui arrive aussi, qui sont des herbes aromatiques, et voilà, qui demandent aussi un traitement qui devient professionnel. Le territoire de ce site est un territoire tout à fait spécifique, puisque il est situé à Watermal-Boisfort, là où se trouve la plus grande cité-jardin de Belgique, la plus fameuse, la plus célèbre, qui est aussi une cité-jardin protégée. La commune de Watermal-Boisfort a initié en 2013-2014 un plan logement communal, puisque c'était une des communes en périphérie de ville qui avait encore des espaces disponibles, mais qui était aussi la seule commune de l'agglomération bruxelloise qui perdait des habitants plutôt qu'elle n'en gagnait. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une commune terriblement attractive, et donc les habitants ne partent pas, et donc il y a une très faible modification de la structure sociale, mais les habitants vieillissant, finalement, les familles deviennent moins importantes, et globalement, il y a moins d'habitants d'année en année jusque dans les années 2015. À partir de ce moment-là, il y a eu quand même des constructions de logements assez importantes à la périphérie de la commune vers Ixelles, et un public a commencé à s'étendre, donc les habitants sont devenus un peu plus nombreux, et la dynamique de la commune, sous l'influence de son plan logement, a quand même récupéré des habitants, et donc maintenant on a récupéré en quelques années la situation des années 70. Donc cette commune compte environ 25 000 habitants. Alors, le plan logement communal prévoyait 180 nouveaux logements publics dans ce quartier archiduc, précisément, quelques-uns qui étaient prévus aussi tout près de la gare, mais ce n'est pas de ceci dont on parle. Et dans ces 180 nouveaux logements qui étaient prévus dans le quartier, une bonne partie, c'est-à-dire environ 70 à 80, étaient prévus sur ce champ qui était cultivé, et donc aurait occupé un tiers du champ, réduisant l'impact de l'agriculture urbaine d'autant. Alors on a organisé cette recherche en questionnant ces différents thèmes de travail, donc le thème du logement, le thème de l'agriculture urbaine, le thème de l'environnement et le thème social qui inclut aussi les besoins de sociabilité au sein du quartier, c'est-à-dire les équipements. Et on a commencé par interroger donc cette situation existante pour voir ce qu'elle avait comme atout et comme intérêt pour valoriser l'existant, et puis de développer à partir de ces questionnements envie de développer des hypothèses de travail.
Le premier thème, qui est un thème pour lequel les rues avaient déjà pas mal travaillé, et notamment à travers l'accompagnement des quartiers durables citoyens, c'était ce thème de l'agriculture urbaine, avec comme premier point d'entrée le fait que la région bruxelloise a, en 2016, établi un plan Good Food, dont les ambitions se déclinent en divers aspects, mais notamment l'intérêt disons, l'intention de pouvoir nourrir en 2030 les habitants de Bruxelles à partir de produits locaux, et donc d'arriver à avoir une assiette bruxelloise pour 30% de fruits et légumes produits dans la région et ses environs directs. Alors cette intention, elle a été formulée en 2016 pour la première fois, elle a été revue maintenant récemment, mais elle montrait une ambition importante de ce programme agriculture urbaine tel qu'on peut la trouver petit à petit émergente dans différentes villes en Europe. On constate effectivement depuis une très petite dizaine d'années une émergence de cette fonction d'agriculture en ville qui est portée par un public et des acteurs très diversifiés, à la fois des professionnels et des nouveaux professionnels qui n'ont pas encore, je dirais, de bagage de cultivateurs, qui ne sont pas fils ou filles de cultivateurs, mais qui sont les nimaculteurs, donc les nouveaux agriculteurs, des citoyens qui sont devenus professionnels à la longue aussi, mais aussi des citoyens qui restent non professionnels et donc qui cultivent pour leurs propres besoins, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et on a une diversité de portraits de cette agriculture urbaine en termes de typologie de culture, qui soit soit de la pleine terre, soit des potagers en bac qu'on appelle hors sol, soit encore des cultures qui peuvent être à l'intérieur de bâtiments, comme par exemple la production de champignons. C'est une agriculture qui est soit celle du développement végétal, soit du développement animal. Et par exemple, on peut imaginer les poulaillers, des clapiers, enfin une production de petits animaux facilement adaptables à des petites surfaces en ville. Et l'agriculture, c'est aussi certaines productions qui sont non comestibles, par exemple du chanvre, mais bon, ça n'est plus tout à fait celle dont on parle maintenant. Alors l'agriculture urbaine a été identifiée récemment par la région comme étant un point faible des stratégies urbanistiques et a fait l'objet d'une étude pour laquelle les rues étaient également partenaires, pour voir comment intégrer cette nouvelle fonction dans les différentes strates de plans régionaux et de voir comment on pouvait justement partager ces fonctions, notamment à partir du plan d'affectation des sols, mais aussi d'autres outils. Voilà. L'agriculture urbaine était aussi l'objet de recherche de notre partenaire UCL Loki, qui avait envie de partager cette étude avec le projet SOL. C'est une étude au niveau du MetroLab qui avait identifié l'ensemble des nouveaux agriculteurs autour de Bruxelles et dans la région bruxelloise, avec justement toutes les qualités de cette recherche en agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui est une production qualitative et à destination d'un public local et pas à l'exportation. Donc c'est ce qui distingue clairement l'agriculture urbaine de l'agriculture traditionnelle ou historique, si on veut, et qui est une agriculture qui est beaucoup plus fort en lien avec le consommateur. Le résultat de ces études
Roselyne Delétrange pour le Métro Lab, tendent à montrer qu'il y a l'émergence d'un véritable maillage jaune, c'est-à-dire un maillage agricole qui est en train d'apparaître dans la région bruxelloise. Le quartier de notre recherche, ce quartier qui est caractéristique de Watermal-Boisfort, est donc un quartier où il y a surtout un habitat non continu. Donc ce sont les maisons de la Cité-Jardin qui sont des maisons inscrites dans un paysage extrêmement cohérent, structuré et très qualitatif. Donc ce paysage qui a été identifié complémentairement au bâti est un paysage intéressant pour notre recherche parce que c'est un paysage nourricier au départ. Donc c'est un paysage composé de différentes strates végétales, mais les strates arboricoles sont notamment des arbres fruitiers. Alors le site est donc entouré de grandes structures et donc on a un quartier qui est bien identifié entre les grands boulevards et le chemin de fer. C'est un plateau et ce plateau a une assez grande cohérence à la fois typologique et paysagère. C'est un site donc, qui a une histoire tout à fait particulière et cette histoire à la fois liée à l'idéal de la cité-jardin. Donc la cité-jardin s'est développée dans l'entre-deux-guerres sur base des idées anglaises développées par Ebenezer Howard et Raymond Unwin au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle en fait. Et qui reposait sur la complémentarité des fonctions agricoles et nourricières dans l'objectif de compenser les conditions matérielles des ouvriers dans l'Angleterre qui était une étape, qui connaissait une étape industrielle très pénible pour ces grandes villes et qui livrait des conditions de travail et d'habitat aux ouvriers tout à fait déplorables. Et donc l'idée de Raymond Unwin et Ebenezer Howard était d'avoir des lieux de vie qualitatifs et en même temps de pouvoir subvenir plus facilement à ses besoins sans devoir dépenser trop de moyens financiers et en même temps de recréer une cohésion sociale et des conditions d'équité et de société solidaire. Donc il y a eu véritablement un projet social, un projet démocratique derrière ce projet à la fois d'habitat et d'habitat nourricier. Donc cette cité-jardin en Belgique, qui était dessinée par le paysagiste architecte Louis van der Swalmen, a été un modèle utopique particulièrement concrétisé par le fait que c'était une coopérative, donc une coopérative de propriétaires favorisée par les nouvelles lois juste après la guerre 14-18. Et donc, dans un besoin de recréer du logement après la guerre et dans les conditions de reconstruction, il y a eu toute une série de lois qui ont favorisé la petite propriété et les conditions de prêt et de finances ont été absolument idéales pour que des personnes qui avaient des petits moyens puissent investir, aidés par l'État pour se trouver des logements.
Cette cité-jardin donc, a une situation particulière à Bruxelles, puisque c'est une cité-jardin. Donc, il y a 2 coopératives au départ, Le Logis et Floréal, qui ne font plus qu'une seule société aujourd'hui, après la fusion des CISP. Et à l'origine, donc, ces 2 cités ont été dessinées par les mêmes architectes et situées l'une à côté de l'autre, à 1 an d'intervalle, de manière à former une continuité, une complémentarité. Et on les distingue par des éléments de couleur, notamment la cité Floréal étant munie de menuiserie jaune et Le Logis de menuiserie verte, mais couvre quand même un territoire assez important, avec quelques éléments qui étaient non construits entre les 2 sites et que l'on peut imaginer qui étaient au départ idéalement conçus pour être des espaces verts, des champs et des lieux potentiels de production. Alors, nos thèmes de travail, donc on a posé toute une série de questions sur ces différents aspects, donc à la fois les besoins au logement, quelle inscription dans le quartier, à quelle échelle ces besoins de logement pouvaient être réfléchis, les besoins nourriciers, pour qui, pour quel type de mangeurs, qui étaient les personnes qui avaient été jusqu'à présent nourries par le champ d'écailles, quels étaient les futurs mangeurs, comment développer le service nourricier de la ferme du champ d'écailles ou de toute la cité-jardin, quels étaient les besoins réels du quartier, quelle collaboration pouvions-nous attendre des pouvoirs publics. Et donc, en fait, une série de questions ont consisté à, je dirais, explorer à la fois la situation existante et les différents acteurs pour voir le potentiel de travail qu'on pouvait déterminer. Nous avons d'abord établi un cadre de travail en faisant une promenade de quartier qui identifiait tous les éléments territoriaux et les potentiels tout autour du site, et de ce site qui était à la fois celui de la cité-jardin, mais aussi celui du plan logement, de manière à pouvoir aussi croiser les projets politiques et le territoire, et de manière à pouvoir avoir une vision à l'échelle du quartier qui dépasse donc largement celle du champ. Vous avez ici une identification des besoins en logement par rapport à un potentiel et un état des lieux de la situation des immeubles de la cité-jardin. En fait, dès que le plan logement a produit son programme, les habitants ont demandé de pouvoir répartir autrement les 80 logements qui étaient prévus sur le champ d'écailles, et directement quelques mois après, les sociétés de logement Le Logis et Floréal ont proposé 2 sites pour réduire l'importance du programme sur le champ d'écailles. Un site qu'on appelait Triton Nymphe et qui proposait 25 logements, et un autre site avenue des Tritomas qui proposait aussi 25 logements, de manière à ne plus devoir charger le champ que d'une trentaine de logements. Nous avons ensuite constaté que la région, par contre, n'avait pas considéré qu'il fallait soustraire ce nombre de logements par rapport à ce qui avait été prévu sur le champ, mais
considéré que c'était un potentiel complémentaire de logements à construire à Watermal-Boisfort. Nous avons alors, à ce moment-là, essayé de rencontrer la réalité d'occupation de la Cité-Jardin. On a constaté que la Cité-Jardin avait énormément de logements vacants. Et nous avons invité un conférencier qui avait réfléchi sur cette question, qui est Philippe De Feit, et qui, en tant que chercheur avec une ancienne casquette de président du CPS de Namur, avait réfléchi à la manière dont le logement aujourd'hui est plutôt dans une dynamique de production neuve et moins dans une dynamique d'entretien. Et donc, l'entretien du patrimoine de logement public un peu partout en Belgique, et ce n'est pas lié uniquement à une société ou à une cité-jardin, mais c'est un peu l'habitude, je dirais, dans l'air du temps, et plutôt de ne pas, je dirais, être très actif en valorisation. Et donc, quand les logements sont vides dans une vacance entre deux locataires, il y a des délais qui sont parfois très importants pour réoccuper le logement. C'est plus facile, je dirais, pour les sociétés de logement de profiter des constructions, de la construction neuve, plutôt que d'entretenir de manière très proactive les logements qu'ils ont en gestion. Ce qui était particulièrement important dans la cité Floréal, c'est qu'on avait des logements vides pour plusieurs raisons, et notamment le fait qu'il y avait de très longs délais administratifs pour les rénovations, en raison notamment du fait qu'il y a des nouvelles normes, il y a les normes d'isolation, et qu'il y a en même temps une cité-jardin qui est protégée, qui est classée au patrimoine historique bruxellois, et qui donc passe une série de caps plus complexes pour l'examen des dossiers. Il y a aussi le fait que dans l'historique des cités-jardins, les familles vieillissent, et des maisons qui étaient prévues pour 4 personnes sont souvent occupées par des personnes qui sont devenues des isolés. Et donc, on a des immeubles qui sont aussi sous-utilisés. On appelle ça dans le jargon suradapté, c'est-à-dire que le logement est trop grand pour la taille du ménage. Et donc, on a finalement un bâti existant qui est assez sous-utilisé et qui permettrait, dans une gestion plus proactive, de donner plus de place à de nouveaux habitants. Donc, les besoins en logement dans le quartier ont été identifiés sur base notamment de cette conférence de Philippe De Feit, où nous avons questionné alors justement le plan de mutation de la société Le Logis Floréal, puisque en région bruxelloise, les différentes sociétés de logement doivent valoriser leur logement et donc rendre un travail à la région d'identification des logements trop petits, des logements vacants et des logements trop grands. Et donc, ils doivent prévoir, c'est-à-dire dans la valorisation de ce parc immobilier, une adaptation des logements qu'on appelle plan de mutation. À Watermal-Boisfort, on a constaté que l'essentiel des logements sont des grands logements et qu'il est difficile de réaliser ce plan de mutation parce que, comme on a beaucoup de grands logements, en fait, on n'a pas de quoi reloger les personnes seules qui sont dans des logements trop grands. Et donc, il manque de petits logements
pour les personnes qui voudraient bien se remettre dans un logement plus adapté à la taille de leur ménage. On a aussi constaté dans ce patrimoine qu'on a beaucoup de personnes seules et ces personnes seules, souvent, sont en manque de lien social et souffrent de la solitude. Et la solitude est encore un peu plus pénible, évidemment, avec l'âge pour les personnes plus âgées, pour les seniors. Et il nous semble donc que la typologie de logement est importante à réfléchir pour le plan logement communal et notamment pour les nouveaux logements ou les logements à revaloriser dans ce quartier. On voulait aussi, pour les besoins en logement, s'inscrire dans le principe de la cité-jardin, c'est-à-dire des logements qui soient des logements en module reproductible et donc des logements qui soient dans un système démocratique, c'est-à-dire tout le monde est un peu dans la même typologie, la même enseigne, il y a cette récurrence des modules qui forment une espèce de village et qui est très particulier, je dirais ici, avec les maisons de type cottage anglais. Alors l'idée, c'était aussi de développer des logements innovants, justement pour répondre aux besoins nouveaux identifiés et qui font partie d'un possible développement dans les programmations de Bruxelles, qui a ouvert cette possibilité de financer des logements innovants, des logements collectifs pour à la fois développer des logements collectifs intergénérationnels ou des logements collectifs pour des typologies voilà, sociales particulières. Enfin, dans ces besoins en logement, on a remis en avant le fait qu'il fallait rénover et valoriser le parc existant avant de construire du neuf. Il se fait qu'il y a une mutation sociologique qui apparaît petit à petit dans le logement social bruxellois, puisqu'il y a une nouvelle loi qui met, je dirais, l'ensemble des logements sociaux dans une liste, enfin, à disposition pour une liste d'attente des logements sociaux. Et en fait, les logements sociaux sont destinés aux personnes les plus démunies qui ne sont pas spontanément celles de ce quartier-ci. Et on a petit à petit un changement d'habitants dans la commune par le fait que les logements maintenant accueillent des nouvelles communautés qui étaient plutôt les communautés qui habitaient au nord de Bruxelles et qui se retrouvent dans un quartier qui n'ont pas nécessairement recherché et qui n'est pas équipé pour leurs besoins. Et donc, on a beaucoup de Marocains, des personnes d'origine marocaine qui arrivent et qui n'ont pas les commerces qui leur conviennent, qui vont souvent refaire des courses au marché du Midi, à Molenbeek, à Schaerbeek. Il y a très peu d'équipements dans le quartier pour accueillir une population nouvelle. Il y a peu de magasins. Les magasins sont en déficit, ferment petit à petit dans le quartier parce que certaines grandes surfaces les ont mis en difficulté. Et donc, on a toute une mutation qui est importante et qui fait que on a un déficit aussi de lieux de cohésion sociale et de lieux de partage. Et donc la question s'est posée de faire
un quartier durable, de faire un quartier, ce qu'on appelle maintenant la ville à un quart d'heure, c'est-à-dire un quartier où une série d'équipements quotidiens se retrouvent très rapidement et qui créent véritablement, je dirais, une facilité d'accès et diminue les déplacements urbains. Alors on a aussi fait l'enquête de savoir qui étaient les personnes nourries par le champ d'écailles, donc qui étaient les personnes abonnées. Il faut dire que la ferme du champ d'écailles travaille en auto-récolte, c'est-à-dire que les gens sont abonnés et ils viennent eux-mêmes cueillir sur le champ ce dont ils ont besoin. Donc il y a un abonnement en fonction du nombre de personnes dans le ménage et on peut venir chercher tous les jours ce qu'on veut manger. C'est quelque chose d'assez assez intéressant. Ça crée les lieux de rencontre sur le champ. On voit très bien, je dirais, quelle production on mange. Il y a une information intéressante qui en est créée, mais en même temps, ça prend du temps et ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ce genre de service parce que effectivement, voilà, c'est une démarche qui n'est pas habituelle et qu'il faut intégrer. Alors, le service de la ferme du Champ d'Écailles pour ses abonnés n'est pas tellement, je dirais, facile à identifier. Et du coup, le public est questionné par rapport à la Cité Jardin. Est-ce que ce sont les gens qui habitent la Cité Jardin qui viennent se nourrir là ou pas? Et donc, nous avons fait cette enquête pour identifier qui étaient les mangeurs et comment il y avait moyen de renforcer le lien entre les habitants de la ferme et euh, les, euh, les habitants du logis floréal et les producteurs de la ferme. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que l'agriculture urbaine remplissait beaucoup plus de services que le seul service alimentaire, mais créait véritablement toute une série de, de réponses à des besoins sociaux et des besoins environnementaux, que le champ était un lieu d'identification et d'appropriation dans le quartier, qu'il créait un paysage, qu'il créait un lieu de repos, d'espace public, une agora, véritablement un poumon et un lieu de promenade dans la commune, qu'il était aussi un lieu prisé par toutes les générations, les enfants venant voir les moutons, les personnes venant discuter aussi d'agriculture, était un espace d'apprentissage pédagogique lié avec les écoles du quartier et en fait était finalement un lieu de ressourcement et de réflexion sur la résilience urbaine. Donc, en fait, ce service d'agriculture urbaine prenait beaucoup de direction, ce qu'on avait aussi constaté dans d'autres projets bruxellois et ce qu'on a pu vérifier avec différentes visites. Donc, on a été voir d'autres projets d'agriculture urbaine à Bruxelles, et notamment le projet de Grooteiland. On a été voir Nopilif, on a été voir le projet Boeren Bruxelles Paysan. Donc, on a pu discuter de différentes expériences et montrer effectivement toutes ces fonctions d'agriculture urbaine qui montent en puissance. Alors, on a essayé de retrouver des hypothèses qui répondent à la question stratégique politique de départ, c'est-à-dire que fait-on sur le champ? On ne construit rien sur le champ, mais ailleurs dans le quartier, où on construit un projet avec de l'équipement et du logement. Et on a examiné ces différentes hypothèses pour en tirer des convergences. Là aussi,
On a travaillé avec des exemples inspirants et le benchmark en essayant de voir quel type de logement, si on construisait vers le logement innovant, ce qu'il y avait comme exemple de logement innovant à Bruxelles, quelle était aussi la manière de construire sans créer un chantier pénalisant pour l'activité agricole, et donc de trouver plutôt des constructions légères, rapides, sur pilotis, en chantier de bois, et qui puissent être éventuellement préfabriquées de manière à ne pas devoir faire des lourdes fondations sur le champ. On a pensé que ce logement pouvait être directement lié à des petits équipements collectifs au rez-de-chaussée, bref, de penser habitat plutôt que logement, c'est-à-dire véritablement mixer les fonctions dès le programme. Évidemment, ça pose toutes les questions de financement, puisque les financements ne sont pas aussi fluide en termes de budget ministériel, puisqu'il y a un ministre du logement et que voilà, ce ministre-là ne paye pas clairement les équipements de quartier. Donc il faut évidemment pouvoir réfléchir à la manière dont on implémente un projet mixte. Et donc, voilà, on a mis en place les différents éléments qui nous permettent de considérer le logement dans nos hypothèses. On a établi une hypothèse où on ne construirait aucun logement sur le champ, et qui était vraiment des attentes évidemment des agriculteurs, mais qui nous a semblé d'emblée assez fragile comme hypothèse, parce qu'il y avait les problématiques juridiques et contractuelles, et en même temps il y avait un besoin d'équipement minimum qui était nécessaire pour le développement agricole, et qui nous poussait à penser qu'il leur faudrait quand même certaines constructions pour assurer au minimum cet équipement, et donc de pouvoir construire en partie sur le champ et peut-être sur le bord du champ. Donc cette hypothèse, on ne construit pas sur le champ, permettait quand même de voir qu'il y avait possibilité de retrouver un nombre de logements suffisant en valorisant les autres sites disponibles dans le quartier, et en particulier de surélever les immeubles à toiture plate les plus récents de la cité Jardin, qu'on avait identifiés comme étant des blocs Egerix, du fils de l'architecte concepteur d'origine. Et pour lequel on s'était aussi rendu compte qu'il y avait moyen d'intégrer au rez-de-chaussée de logements un équipement, mais aussi de travailler sur la programmation que nous livrent les contrats de quartier bruxellois, qui permet de faire un mixte avec une salle de quartier et du logement au-dessus de cette salle de quartier, et qui sont des programmes qu'on retrouve dans plusieurs communes bruxelloises, financés donc par le mécanisme de revitalisation urbaine qu'on appelle contrat de quartier durable à Bruxelles. Ce programme permettant de travailler sur un module de plus ou moins 400 mètres carrés au sol, qui permet alors à ce moment-là de faire un projet d'une ferme urbaine au rez-de-chaussée, ou d'un équipement collectif à la fois partagé par les agriculteurs et et pour le quartier, cohésion de quartier, donc un équipement qui puisse être à la fois communal et local, et qui puisse alors être le support de logements aux étages, de manière à avoir
projet mixte qui crée alors une centrale de quartier. Donc ces projets, ces trois hypothèses amenaient toutes des qualités qui pouvaient se retrouver dans un cahier de charge amenant une symbiose entre les fonctions, donc d'avoir à la fois ce besoin d'équipement qui puisse être un équipement pour le quartier et en même temps un équipement pour les agriculteurs, d'avoir donc cette mixité de fonctions réparatrices qui offre justement une cohésion sociale, un lieu de rencontre et s'inscrivent dans l'ADN de la Cité Jardin, qui est un quartier où se retrouvent également des salles collectives, des magasins et des fonctions de quartier, idéalement équipés. Évidemment, à Boitsfort, ces équipements ne sont pas optimalisés pour le moment, mais pourraient l'être. De bénéficier aussi des caractéristiques du paysage d'Evenel et du paysage si particulier de la Cité Jardin, donc de conserver un paysage naturel très important et qui crée véritablement des lieux collectifs. Puisque la Cité Jardin, le logis floréal, comprend toute une série de petits espaces collectifs qui sont ses caractéristiques propres, et d'arriver à avoir une convergence aussi de tout ce travail qui est à la fois nourricier et fédérateur de liens sociaux. Donc on a proposé à ce moment-là quelques exemples de développement possible, et c'est surtout les chercheurs qui ont étudié différentes formules paysagères et différentes possibilités de développement dans un carnet complémentaire au carnet de recherche. Donc on a un programme qu'on a décliné dans les priorités et leur temporalité, donc de commencer par la rénovation des logements vides, principalement situés dans Floréal, de procéder à une densification légère du quartier, de construire des logements plutôt en recherchant des logements innovants et des petits logements. Donc les logements innovants répondent à la fois au problème de l'isolement des personnes, mais en même temps amènent aussi des logements communautaires pour répondre au plan de mutation, c'est-à-dire des logements, des petits logements, mais groupés dans une forme de socialisation adaptée à cette quantité de personnes isolées qui retrouveraient de la cohésion sociale. Alors, de travailler aussi sur le paysage, les abords, dans le cadre justement de l'esprit de la Cité Jardin, et d'arriver à produire une mobilité douce qui soit aussi, par exemple, complétée par un mode innovant de voitures partagées dans le cadre du projet de logement social, c'est-à-dire d'avoir des voitures partagées gérées par le logement social, puisque l'idée est aussi d'avoir un quartier durable qui soit équilibré et qui ne produise pas de complexité de gestion pour les habitants. Et voilà, donc d'avoir une
Réflexion, quartier durable, transversal, systémique. C'est vraiment l'apprentissage de cette approche, c'est de voir qu'avec les rencontres entre les publics, entre les administrations, entre les habitants qui n'avaient pas toujours les mêmes positions, on arrive à avoir une réflexion transversale, beaucoup plus riche, à décloisonner finalement les points de vue et à pouvoir trouver des solutions plus complexes et plus favorables à des quartiers durables et qui puissent valoriser justement les besoins réels des habitants. Donc c'était vraiment la révélation la plus importante de ce projet, c'est de montrer qu'en faisant les concertations entre les administrations, on arrive à plus de richesse dans le projet. Et donc, on n'a plus ces administrations qui sont cantonnées dans une seule thématique, mais on peut ouvrir les thématiques les unes sur les autres. Et on a surtout montré que la fonction agriculture urbaine est un outil de cohésion sociale et la ferme du Champ d'Écaille a fait véritablement un énorme travail de réflexion sur son rôle dans le quartier et d'introspection de ce qu'elle faisait déjà et de ce qu'elle pouvait développer comme rôle de lien social dans le quartier pour justement intégrer les nouvelles populations qui allaient arriver et qui allaient être un très important changement social dans le public du quartier et qui puisse alors, je dirais, montrer l'intérêt et la pertinence de conserver cette fonction dans un avenir immédiat. Pour nous, la recherche a été assez complexe, justement en raison des tensions stratégiques et politiques. Donc, il faut savoir que le logement est une des attentes principales de la politique régionale. Et donc, cette fonction logement, elle était véritablement l'objet d'un rappel permanent. Et donc, on a eu un démarrage très lent, justement à cause de ça, parce que dès le début, comme le terrain était un terrain prêté de manière temporaire aux habitants, l'objet même de l'étude était complexe à ouvrir. Ils avaient un peu, je dirais, des besoins de ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux propriétaires et par rapport à la commune. Et donc, on a allé voir tous les acteurs avant de démarrer réellement la recherche, de manière à pouvoir trouver un terrain d'étude accepté par tous les opérateurs. Ensuite, pendant toute la durée de l'étude, il y a eu chaque fois des changements politiques et notamment sous la pression des riverains, une première pétition qui avait été mise en place par les Amis du Champ d'Écaille a amené petit à petit la réflexion de reporter les décisions jusqu'à la fin de l'étude Saul. Et ça, c'est la ministre du Logement de l'époque qui a préféré stâter l'étude. On a eu une deuxième pétition d'habitants qui a demandé qu'on fasse un plan particulier d'affectation du sol dans le quartier, ce que la commune a accepté. Donc, elle a lancé un plan particulier avec son étude d'incidence environnementale. Et puis, on a eu une
complexité particulière de la recherche en co-création, parce que l'idée de la co-création, c'est que chacun s'échange à toutes les étapes une série d'avancements et valide d'avancements progressivement. Et ça voulait dire qu'il fallait chaque fois reprendre des réunions de partage d'informations et de valider les étapes au fur et à mesure qu'elles avançaient entre habitants, chercheurs et partenaires complémentaires. Donc ça n'était pas non plus quelque chose de très rapide. On a aussi eu des attentes contradictoires à la fois au sein du groupe Femmes du Champ d'Écaille, où il y avait quand même des avis assez partagés sur l'accueil de nouveaux logements ou pas, et même entre nous, partenaires, il y avait une série d'éléments qui nous distinguaient assez fort, et c'est vrai que le logis Floréal n'avait pas du tout le même contrainte que la Femme du Champ d'Écaille, ou que nous, en tant que chercheurs qui avions plutôt une certaine objectivité à respecter. Donc voilà, les tensions étaient quand même assez importantes et ne sont toujours pas terminées aujourd'hui. Donc on n'a pas finalement une conclusion de l'étude qui est claire et simple. Il faut dire aussi qu'on a eu à la fois un changement politique au niveau de la commune et un changement au niveau de la région, ce qui fait que les acteurs ne sont plus les mêmes qu'au début de l'étude, et donc il y a de nouveau une série d'équilibres à trouver avec les nouveaux acteurs, et il y a eu un hiatus aussi entre le programme de départ, finalement, le contrat de départ, et la situation actuelle. Donc, ce n'est pas terminé, et encore aujourd'hui, on a des informations comme quoi ça se discute toujours au Parlement bruxellois, parce que c'est une question qui reste très sensible. Voilà, ce qui nous a le plus étonné en tant que chercheurs, c'est véritablement l'ampleur du développement de ce projet citoyen, qui est arrivé à créer un véritable commun au sens d'Elina Strom, c'est-à-dire un lieu qui est géré par des citoyens pour le bien commun et pour finalement une certaine autonomie de gestion d'un projet qui a une véritable, qui est véritablement exemplaire dans sa générosité et dans ses bienfaits pour le public. Ça nous a vraiment intéressés. Et par ce projet, de montrer toute l'ampleur de cet enjeu sociétal que présente la fonction d'agriculture urbaine, avec finalement une réponse au malaise actuel de la société qui a perdu ses repères et qui petit à petit peut les retrouver dans ce genre de projet, puisque je dirais il y a véritablement un ressourcement, un travail du faire ensemble, un sens du projet, un travail sur l'environnement, un travail sur les sources de production qu'un quartier peut offrir. Et donc, l'ensemble des bienfaits de l'agriculture urbaine nous semble être vraiment porteur beaucoup plus que simplement nourricier, mais vraiment porteur de bienfaits pour la vie en ville. Voilà, donc nous avons cette recherche qui est disponible sur une plateforme qui est un web documentaire, dont vous avez l'adresse ici, qui comprend un film qui dure 1 heure à peu près, et qui est l'histoire de la recherche en elle-même, et donc qui s'est arrêtée quelques mois avant la production, mais qui vous montre toute la démarche.
une émission radio qui pose les questions de co-création et les difficultés du projet. Et puis 3 carnets, le carnet officiel qui a été publié, qui est celui de la recherche, de la co-création, qui reprend vraiment toutes les réflexions et thématiques qui ont été faites en co-création avec tous les acteurs. Et puis un carnet complémentaire d'ouverture prospective qui est celui des chercheurs du LOCI, qui s'est basé sur notamment la charrette finale, et qui exploite et qui explore alors toute une série d'éléments pour proposer une observation plus philosophique et des développements paysagers, des outils de travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte aux questions avec Léa. Eh bien, grand merci pour la qualité de cette présentation. C'est clair qu'elle reflète à des objectifs de ces conférenciers par rapport aux précédents conférenciers qui parfois étaient sur des grands concepts très généralistes. Ici, vous avez montré justement deux éléments très intéressants. C'est d'abord l'intérêt d'une analyse détaillée du contexte. Quand vous parlez de l'analyse du logement, vous êtes descendu jusqu'au niveau de l'intime des gens, des usages qu'ils avaient de leur logement au sein des cités jardins. Et ça montre toute l'importance, effectivement, d'être en capacité de re-questionner le projet initial de logement pour voir si c'est la question, enfin, si le projet est juste par rapport au contexte et par rapport à toute la maîtrise que vous avez pu avoir en descendant jusqu'à des degrés de précision très importants. Et ce que je trouve que vous avez vraiment bien rendu ça dans votre présentation, vous avez pris le temps d'expliciter chaque élément du contexte pour qu'on comprenne à la fois effectivement peut-être la demande, je ne vais pas dire démesurée, mais peut-être pas 100% pertinence appropriée d'avoir autant de logements d'un coup, alors que finalement on s'aperçoit qu'il y a un stock qui est là et qui peut très bien être recyclé, qui peut très bien être conditionné pour permettre justement d'amortir la demande. Donc oui, c'est vraiment une présentation très riche par rapport à ça, très riche en enseignement où à nouveau dans les différentes conférences qui vous ont précédé, on a remis une fois encore l'humain au centre des enjeux. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important par rapport à ça.